Le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver et bienvenue à cette livraison de l'actualité. Voici le sommaire de ce soir. Les consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale ont débuté ce lundi. Le bal a été ouvert par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, qui a été le premier à être reçu. Il a invité la classe politique et la société civile à soutenir cette initiative. Et puis, les dernières déclarations du général Muhoozi, fils du président de l'Ouganda, menaçant la RDC et certaines de ses autorités ne laissent pas indifférents. Nombreux se posent la question si l'on doit toujours rire des déclarations du chef d'état-major de l'armée ougandaise. Le détail dans ce journal. Et à l'international, 10 pays de l'Afrique affichent un potentiel d'investissement élevé dans l'intelligence artificielle grâce à un bon niveau de développement des infrastructures numériques. Commençons avec cette information. En RDC comme en Ouganda, ces blagues et ces déclarations via les réseaux sociaux ne laissent pas indifférents. Elles suscitent des moqueries ou des inquiétudes. Mais doit-on toujours rire des déclarations du général Muhoozi, fils du président Museveni, chef d'état-major de l'armée ougandaise? Muhoozi a menacé ce week-end la RDC et certaines de ses autorités. Auparavant, il avait lancé des messages de même nature qui se sont avérés des plans bien orchestrés contre la RDC. Patrick Kilunga. Ces déclarations sont en apparence de prise de position d'un déséquilibré, mais à y voir de plus près, Muhoozi Kainerugaba n'a rien de loufoque. Il semble être un maillon peu discret d'une chaîne hostile qui fomente des coups contre la RDC. En fin de semaine passée, l'armée ougandaise a revendiqué avoir tué au moins 250 combattants de la milice Codeco en Ituri. Même si l'Ouganda affirme avoir été attaqué par la milice, l'opération contre le groupe armé Codeco avait été annoncé début mars par le général Muhoozi. En décembre 2024, sur son compte X, les fantasques général avait prévenu que son armée s'attaquerait en janvier aux instructeurs européens en RDC qu'il présentait comme des mercenaires. 3 semaines après, les paroles du fils de Museveni se traduisaient en actes à travers un scénario humiliant où les Européens alliés au FRDC avaient été humiliés devant les caméras au Rwanda. À présent, le fils Museveni promet l'entrée de ses troupes à Kisangani à défaut d'une incursion de rebelles du M23. La position du général déjanté est une menace qu'il ne se donne même pas la peine d'évoiler. Pas plus qu'il ne s'est pas embarrassé des formules hypocrites pour lancer des menaces contre le gouverneur de l'Ituri qu'il se jure d'arrêter. Et désormais, les déclarations irrationnelles du général ougandais dépassent le simple cadre des salles logorées jugées maladives. L'armée ougandaise reprend à son compte la rhétorique du déjanté fils du président. Parlons toujours sécurité en séjour à Bunia. Le chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Luboya, lui a fait le point sur la situation sécuritaire dans sa province. Suivez. Chargé d'opération et renseignement, mon général, détachement d'honneur, la 32e région militaire, garnison de Boukou. Rendez pour vous accueillir, pour rendre les honneurs, occasion de votre visite de travail à Bounia. Après les honneurs militaires, ici à l'aéroport Morongo de Bunia, la délégation du chef d'état-major général, adjoint en charge des opérations et renseignements, s'est rendu au gouvernorat de la province de l'Ituri. Là-bas, un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Nkansha Majoni, aux côtés des commandants de grandes unités, a eu lieu.
Le numéro 1 de la province de l'Ituri a brossé brièvement la situation sécuritaire et opérationnelle de sa province. Au sorti, le représentant personnel du chef d'état-major général des forces armées a dévoilé à la presse l'objectif de sa mission. Voir la situation sur le terrain, comment ça se passe ici avec le général Johnny Luboyaka Chama qui est le gouverneur militaire et commandant des opérations. C'est-à-dire la mission c'est pour l'inspection des troupes et une mission de commandement. Il a invité tous les groupes armés à déposer les armes sans aucune condition. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDDSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels, sont en train de tuer les gens. Ce n'est pas les groupes armés qu'on peut dorloter, ils doivent déposer impérativement les armes. Le lieutenant général Charingon Zandour Jacques a également confirmé la poursuite des opérations conjointes en Ituri entre les forces armées et l'UPDF en vue d'éradiquer complètement les poches d'insécurité dans certains coins de la province. Autre chose, début ce lundi des consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale pour ce premier jour. C'est le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, qui a ouvert le bal. Il est la première personnalité politique et chef d'institution à être reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele. Samaloukonde a invité toute la classe politique ainsi que la société civile à soutenir cette initiative. Suivez. Cette démarche s'inscrit dans un contexte politique délicat et l'objectif est de rassembler diverses forces politiques pour renforcer la stabilité et répondre aux défis socio-économiques du pays. Cette consultation vise à établir une équipe gouvernementale capable de refléter une large représentativité et de promouvoir l'unité nationale dans un contexte d'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23. Au sortir de ces consultations inaugurales, Samaloukonde a tenu à réaffirmer sa loyauté et celle de son regroupement politique AB envers le président de la République et a lancé un appel à toutes les forces politiques et de la société civile à rejoindre cette démarche pour une gouvernance inclusive. Et nous invitons bien sûr toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels ils voudraient les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée, parce que ici il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique. Signalons que ces consultations sont fondées sur un certain nombre de principes, notamment la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l'intégrité du territoire national, la souveraineté nationale, le respect des institutions dûment établies, la gouvernance inclusive et participative. Conformément à la vision du chef de l'État, elles devront déboucher dans les prochains jours à la formation d'un gouvernement d'union nationale, gouvernement qui sera chargé de faire face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment l'agression rwandaise. Parlons des consultations pour la formation d'un gouvernement de l'Union nationale avec Dieudonné Boinali qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mojinga. Dieudonné Boinali, les consultations nationales ont débuté pour la formation du gouvernement de l'Union nationale. On reprend les mêmes personnes, on voit que les mêmes figures qui avaient été consultées auparavant. Et on se demande bien, devrions-nous pas voir d'autres personnalités comme par exemple ceux de l'opposition? Bon, merci pour la question Damani Mojinga. On voit toujours les mêmes figures qu'on avait vu lors de l'identification de la majorité parlementaire oui, afin de former les gouvernements ici des dernières élections générales en République démocratique du Congo. Mais nous devrions savoir que ces consultations concernent tout le monde, tous les acteurs politiques. Et quoi de plus normal que de commencer par les chefs des institutions, que sont, vous avez les présidents des républiques,
le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et j'en passe. Le professeur Désiré Cachemire Eberande a commencé d'abord par les chefs des institutions. Il va poursuivre les consultations avec les forces vives, les membres de la société civile. Il y aura aussi l'opposition politique et puis peut-être l'opposition non armée. Il va aussi consulter les personnalités indépendantes et les leaders d'opinion. Le but, c'est rechercher une grande inclusivité et une globalité autour de ces consultations. On ne veut pas laisser personne à la gare. Le chef de l'État a demandé au professeur Eberande, qui est son conseiller spécial en matière de sécurité, de consulter tout le monde, les membres des institutions, la classe politique, je parle de l'opposition politique, voire même de l'opposition armée, la société civile, les leaders d'opinion, j'en passe. Voilà ce que je peux dire. Dieudonné Bonali, tout à l'heure, vous allez évoquer la question de globalité et d'inclusivité. Peut-on espérer que ces consultations seront globales et inclusives? Oui, nous l'espérons. D'ailleurs, je voulais souligner que dans tous les pays du monde, quand vous suivez l'actualité politique internationale, vous allez voir que tous les chefs de l'État, à un moment donné de l'histoire d'un pays, consultent. Le dernier exemple est celui d'Emmanuel Macron, le président français, qui a consulté la classe politique française afin de chercher les consensus pour la révision de la Constitution française. Tel est le cas aussi chez nous. Avant Félix Tshisekedi, il y avait Joseph Kabila qui avait consulté à une certaine époque, quand le pays allait mal, quand on subissait encore une fois la même agression, Joseph Kabila avait consulté, il avait mis en place un comité et à l'issue de ces consultations, nous avons eu le gouvernement Tibala et puis le gouvernement Sami Batibanga. Maintenant, Badibanga voulais-je dire. Maintenant, c'est le tour de Félix Tshisekedi de consulter. Au moment où nous parlons, il y a des provinces de notre pays qui sont occupées par les tandems AFC et M23. Et cette situation constitue un manque à gagner considérable pour les trésors publics. Et il y a beaucoup d'activités qui ne se déroulent plus. Par exemple, l'aéroport international de Goma est inopérationnel. Cela constitue un manque à gagner pour la régie des voies aériennes. Voilà pourquoi le chef de l'État est à la recherche du consensus. Le chef de l'État s'est montré ouvert envers tout le monde. Il veut travailler à tout le monde avec toutes les intelligences qui vont l'aider à faire face, à gagner cette guerre qui nous est imposée et à mettre hors état de nuire les ennemis de la République, à protéger l'intégrité du territoire national, comme nous l'avons suivi dans les reportages avec Théodore Ngandou. Il a bien énuméré qu'il s'agit pour le futur gouvernement de récupérer jusqu'au dernier centimètre du territoire national occupé par les tandems AFC et M23 avec leur parrain qui est les RDF. C'est pour vous dire que ces consultations ont ces raisons d'être. Nous pensons que tout le monde va mordre à la maison. Il n'y aura pas des gens qui vont les boycotter. Mais il faut penser aussi à la volonté populaire, la volonté du peuple. Que veut aussi le peuple? Que demande le peuple? Sinon, ces consultations n'auront servi à rien. Voilà. Merci à vous, Dieudonné Bonali. Merci aussi à vous pour l'invitation. Toujours dans le cadre des consultations, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a lui aussi été reçu. Au sorti de cet entretien, Vital Kamerhe a invité le M23 à déposer les armes. Suivez. Appeler nos amis du M23 vers la patrie et déposer les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial
du président en matière de sécurité, que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler en son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quelque chose. La chef du gouvernement a également été consultée par le mandataire et conseiller du chef de l'État. La veille, la première ministre Judith Suminwa a clôturé sa visite à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, dans le cadre de la campagne congolais Téléma. Avant de quitter le sol congolais, la chef du gouvernement a pris le temps de s'imprégner des réalités sociales de cette province en participant notamment à un culte d'action de grâce à la cathédrale Mwese à Noarit. Gigi Nende. Le dimanche 23 mars, la première ministre Judith Suminwa a commencé sa journée par une messe d'action de grâce à la cathédrale Mwese à Noarit, un acte accueilli avec joie par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge. Elle vient partager nos joies et nos peines, et ça c'est fondamental, cette proximité, cette attention à la population. Je pense que c'est que nous attendons et c'est déjà un pas en avant dans cette recherche de paix durable, d'unité et de vraie fraternité au sein de la nation. Alors, le message de paix, je dirais que de tels gestes puissent porter du fruit, qu'on ne reste pas indifférent à de tels gestes qui doivent davantage rassembler et, je dirais aussi, nous inspirer des raisons d'espérer en dépit de toutes les épreuves. Et donc, qu'on s'engage à construire notre pays dans la paix et dans une fraternité sincère. Après la messe, Judith Suminwa a visité le quartier Kankikwit à Kenge pour observer les érosions menaçant la ville, engloutissant déjà plusieurs maisons et progressant vers la route nationale numéro 2. La première ministre a annoncé des mesures urgentes pour stopper l'avancée des érosions et protéger les habitants. A également visité l'hôpital général de référence de Kenge, échangé avec les mères bénéficiaires de la gratuité de la maternité et abordé avec les habitants les défis de la province, notamment l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité. Après sa visite dans le Kwango, Judith Suminwa poursuivra la campagne congolais Téléma dans d'autres provinces du pays afin de promouvoir l'unité nationale, la paix et la prospérité du Congo. Parlons santé à présent. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée chaque année le 24 mars, donne un nouvel écho à l'urgence de mettre fin à la tuberculose, la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Placée sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose », nous engager, investir et agir concrètement. Cette journée se veut un appel audacieux et porteur d'espoir. Incitons à agir d'urgence et de manière responsable. Quelles sont donc les mesures à prendre pour mettre fin à la tuberculose? Tentative de réponse dans cet élément de Rachel Missenga. La tuberculose continue d'anéantir des vies de millions de personnes dans le monde, entraînant de lourdes conséquences sanitaires, sociales et économiques. La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est une journée internationale qui a pour but de sensibiliser à l'épidémie mondiale des tuberculoses et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Quels sont donc les moyens de lutte contre la tuberculose? Le docteur Koma répond. Pour lutter contre la tuberculose, premièrement, on donne à la naissance un vaccin qu'on appelle le BCG. Et c'est ce vaccin-là qui protège l'enfant à ne pas attraper cette maladie. Et deuxièmement, on doit, chez les adultes, porter les masques. On doit porter les masques parce qu'il s'agit là d'une maladie qui se transmet par les gouttelettes de fluge. Comme toute autre maladie qui se transmet par les gouttelettes, le fluge, comme la Covid et autres, on doit porter les masques pour ne pas attraper
ce type de microbes. Les personnes souffrant de cette maladie sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination, ce qui empêche l'accès aux services et compromet la qualité du traitement administré aux patients. Nous devons vivre avec ces gens-là. Nous ne devons pas faire la discrimination parce que ce sont nos frères et sœurs qui sont malades. Donc, on doit tout simplement mettre une certaine mesure pour que nous aussi, nous ne puissions pas attraper cette maladie. Et par rapport à ces mesures, ce sont des mesures que j'avais 6 évoquées, comme le port de masque, comme rester dans un endroit aéré. Hein. Ce sont ces mesures-là qui feront à ce que nous ne puissions pas attraper cette maladie. Et aider aussi la personne à pouvoir suivre correctement son traitement. Dès que nous remarquons que la personne est malade, on peut lui orienter dans un hôpital où la tuberculose est prise en charge, parce qu'il faut souligner que c'est une pathologie dont la prise en charge est gratuite. Agir concrètement pour transposer les engagements en actes, les interventions recommandées par l'OMS doivent être déployées à plus grande échelle, détection précoce, diagnostic, traitement préventif et soins de grande qualité contre la tuberculose, en particulier pour la tuberculose pharmacorésistante. Les succès dépendent de la prise des responsabilités au niveau communautaire, de l'action de la société civile et de la collaboration intersectorielle, soutiennent les experts. Parlons à présent des infrastructures. La route nationale numéro 39 qui relie le rond-point de l'Indépendance à l'arrêt terminal de Kilembalemba dans la province du Lualaba à Kolwezi est dans un état de délabrement avancé. Cela fait maintenant 1 an que l'état déplorable de ces axes cause d'énormes difficultés tant pour les chauffeurs qui empruntent ce tronçon que pour les usagers qui se retrouvent désemparés face à cette situation. Retrouvez plus de détails dans cet élément de Francine Moukeba. La situation de la route nationale numéro 39 qui relie les ronds-points de l'Indépendance à l'arrêt terminal de Kilembalemba à Kolwezi dans la province du Lualaba devient de plus en plus préoccupante. En dépit de son importance stratégique pour la circulation de biens et des personnes, cette route se trouve dans un état lamentable, affectant sérieusement les activités économiques et la sécurité des usagers. Nous sommes dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi. Les chauffeurs se disent indignés par le silence caricatural des autorités provinciales et plaident pour qu'une solution adéquate soit trouvée. Certains ont du mal à atteindre l'arrêt et pour préserver leur automobile, ils préfèrent abandonner leurs clients en chemin afin de garantir l'état de leur engin. Quant aux usagers désespérés, ils affirment que les quartiers Kassoulou, Kabila et bien d'autres du même côté sont oubliés par les responsables du développement dans la province chère à la gouverneure Fifi Masuka Saïdi. Signalons que ces tronçons, en état de délabrement avancé, est crucial pour la fluidité des transports entre les quartiers précités et d'autres coins de la ville, tout en reliant la commune de Manika à celle de Dilala. Et l'hôpital général de référence de Kananga a récemment réhabilité dans le cadre du programme de développement des 145 territoires en province du Kasaï central au centre de la République démocratique du Congo a été entièrement rénovée. Cette grande formation hospitalière locale est désormais équipée d'un laboratoire moderne, d'un service complet de radiologie, d'un service d'échographie et d'un scanner de dernière génération. Toujours avec Francine Moukeba. Très bientôt, l'hôpital général de référence de Kananga, réhabilité par le bureau central de coordination, sera de nouveau accessible au grand public. Selon le Dr Z Ilunga, médecin directeur de l'hôpital général de référence, cette grande formation hospitalière locale est désormais équipée d'un laboratoire moderne, d'un service complet de radiologie, d'échographie et d'un scanner de dernière génération. C'est la salle d'appui au diagnostic, c'est-à-dire le médecin, quand il consulte, il a une présomption d'une maladie, mais les appareils peuvent confirmer cette maladie-là. C'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est la salle d'appui au diagnostic. Le deuxième projet va constituer la réhabilitation totale de tous les bâtiments de l'hôpital. Nous avons principalement 3 bâtiments. Et les 3 bâtiments vont être réhabilités totalement et complètement avec ces projets. Alors, l'ancien projet, c'était la morgue.
Et la morgue est déjà terminée pratiquement, on est dans les travaux de finissage. Déjà, nous sommes fonctionnels par rapport à l'échographie. La radio et les scanners, c'est au mois d'avril, parce qu'il faut former les personnels. Le personnel va quitter ici pour une formation à Lubumbashi. Et après cette formation, il rentre avec les formateurs, il travaille avec les formateurs pendant 1 mois, et puis il laisse l'équipe travailler. Mais l'interprétation, ça sera en réseau. Donc, le personnel produit les images ici, on envoie à un système qui va analyser et nous donner les protocoles. Qu'on continue à soutenir cet hôpital qui naît de ses cendres depuis 1959, première réhabilitation en 2013 par l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans la réhabilitation profonde. Donc, nous souhaitons que ces projets puissent arriver jusqu'à sa fin, avec tous les acteurs qui sont avec nous, afin que la population puisse bénéficier des soins comme partout ailleurs dans le monde entier. Ces projets traduisent la volonté et la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à doter la population du centre Kasai d'un hôpital aux standards modernes et à lui offrir des soins de santé de qualité. En sport, la République démocratique du Congo sera reçue par la Mauritanie le 25 mars prochain en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre très importante pour les deux nations, surtout pour la RDC qui devra assurer et baliser sa route vers la qualification. Blaise Kouzola. Au premier abord, sur le plan de confrontation, la République démocratique du Congo est bel et bien partie avec ses statuts de bourreau de la Mauritanie. Toutes compétitions confondues, les Mourabitoun ont toujours eu du mal à s'imposer devant les Léopards. En 4 matchs officiels, on note 4 victoires pour le Congolais, dont une sur tapis vert. La première rencontre officielle entre les deux nations remonte à la phase finale du CHAN 2014 en Afrique du Sud avec la victoire 1-0 de la RDC dans ses matchs de la première journée du groupe D. Eddie Emomo était l'unique buteur sur penalty à la 53e minute après la faute commise sur Firmin Moubele-Ndombe. Le premier duel pour le senior est intervenu le 24 mars 2023 pendant les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC avait reçu la Mauritanie à Lubumbashi au stade TP Mazembe lors de la 3e journée du groupe I et s'était imposé 3-1 avec des buts de Kakuta, Bakambu et Maswaku. Par ailleurs, Abeid a inscrit l'unique but de la Mauritanie. 4 jours après, soit le 28 mars, la sélection congolaise a été contrainte au nul par la Mauritanie sur terrain dans un match à polémique au stade de Nouakchott. Heureusement pour le Congolais, ils vont remporter ces matchs par forfait à la suite de l'utilisation d'un joueur inéligible. Il s'agissait de Karim aligné par la Mauritanie. Cette situation avait permis à la RDC, qui avait déposé la réserve, de prendre automatiquement la tête de son groupe, assurant au passage sa qualification à la CAN. Cependant, la dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu au mois de novembre 2023 à Kinshasa. C'était dans le cadre du match aller des présentes éliminatoires au stade des Martyrs. Sébastien Desabre et ses Léopards s'étaient imposés 2-0 grâce au réalisme de Yohan Wissa à la 62e, puis Théo Bongonda à la 82e minute. Pour ce 25 mars, ce sera donc un 4e face-à-face en 2 ans. La Mauritanie tentera de chercher sa première victoire historique face à la RDC après avoir affronté les Togo en déplacement. Une mission possible pour le Mourabitoun, mais pas facile contre une sélection solide et ambitieuse de la RDC déterminée à jouer les mondiaux après 50 ans d'attente. Et puis, les Léopards de la RDC ont prouvé qu'ils sont bien plus que des joueurs de football. Avant leur départ pour la Mauritanie, ils ont rendu une visite émotive aux FRDC blessés dans le cadre de la guerre à l'est du pays, leur offrant un don significatif pour soutenir leur courage et leur sacrifice. Toujours avec Blaise Kouzola.
En cette période de guerre qui sévit en République démocratique du Congo, l'attention de toutes les classes sociales du pays reste focalisée sur la population à l'Est, mais aussi sur le vaillant militaire et Wazalendo blessés ou morts dans le champ de bataille. Après leur victoire face au Soudan du Sud vendredi 21 mars dernier, les léopards de la République démocratique du Congo ainsi que les membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association étaient le samedi 22 mars au camp militaire Colonel Tchachi situé dans la commune de Ngeliema en compagnie du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbutu Bouanga, mais également de Bestine Kazadi, ministre délégué en charge de la coopération régionale et francophonie. Tout a commencé dans la salle polyvalente du bâtiment où le ministre et sa délégation sont accueillis par les médecins directeurs de l'hôpital, le docteur François Mbouyou-Kata. Une étape suivie d'un tour complet des différents pavillons où sont internés les vaillants militaires et qui ont toujours regardé les coéquipiers de Cédric Bakambu défendre les couleurs nationales à travers la télé, ont eu le plaisir et le bonheur de toucher, faire des photos et recevoir de vareuses en cadeau de main de léopard. Cette délégation n'était pas venue qu'avec les maillots. Il y avait aussi un conteneur rempli de produits médicaux, de vivres et quelques écrans télé qui leur permettront de regarder en toute quiétude le match de la sélection et les informations nécessaires. Au nom du commandant de la garde républicaine qui a grandement ouvert ses portes à l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp Tchachi, au nom de tout le staff médical ici représenté, au nom de tout mon personnel paramédical et le personnel d'entretien, vous dire sincèrement merci. Merci pour être venu montrer votre solidarité à l'égard des blessés de guerre. Votre geste qui est une réponse à l'appel du commandant suprême qui a demandé à tous les Congolais de se montrer solidaires avec les FARDC nous réconforte encore davantage. Que vous puissiez trouver en ce moment et dans cette élocution l'expression de la reconnaissance de tous les blessés de guerre, de toutes les FARDC ainsi que de toute la nation. Ces gestes représentent un acte de solidarité de l'équipe nationale envers les forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent de se battre pour défendre la patrie. Rendons-nous à présent en dehors de la République démocratique du Congo. Des milliers de personnes ont répondu présent le week-end à la marche de solidarité contre toute forme de racisme et de discrimination en France. Cette 8e édition a connu plus de 90 000 participants selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Patrick Mangala pour le reportage. Ces samedis, de rassemblements ont eu lieu partout en France, notamment à Paris, Toulouse, Marseille et Lyon, où des milliers de personnes se sont réunies en début d'après-midi pour dénoncer le racisme à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale. À Paris, le cortège est parti à 14h de la place de la République, passant par Bastille et se terminant à la Nation. Affiches en main, drapeaux et danses, les manifestants ont exprimé leur inquiétude face à la montée du racisme à travers le monde. Malgré une faible participation de la communauté congolaise à Paris, un groupe de militants contre l'agression rwandaise a haussé le ton face à la situation en République démocratique du Congo. Nous voulons que le racisme puisse cesser au niveau international. Nous, Congolais, nous subissons l'humiliation parce que le Rwanda est financé par la communauté internationale, est financé par les multinationaux pour piller nos pillages. Pour arriver à leur fin, ils tuent, ils violent, ils massacrent. La discrimination est également présente dans les milieux scolaires. On est là pour soutenir tout ce qui se passe en France. C'est pas normal qu'on ne puisse pas aller à l'école correctement, qu'on se prenne des insultes matin, midi et soir. C'est pas grave d'être de droite, c'est pas grave d'être de gauche, mais le principal c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse se soutenir dans l'adversité. Pour cette militante de l'association Droit au logement, l'octroi d'un logement ne devrait pas être conditionné par la possession de papiers en règle sur le territoire français. Parce qu'on pense que l'accès au logement ne devrait pas être limité à l'accès au papier et qu'on pense que le logement avec ou sans papier c'est essentiel pour les gens. Vers la fin de la manifestation, quelques échauffourées sporadiques ont eu lieu.
Si le score global de l'Afrique est inférieur à la moyenne mondiale, selon le rapport de l'AFD, 10 pays du continent affichent un potentiel d'investissement élevé dans l'intelligence artificielle, notamment grâce à un niveau de développement des infrastructures numériques, à la disponibilité des compétences humaines et à un environnement réglementaire adéquat. Suivez. Le Maroc et la Tunisie sont les pays africains qui représentent le meilleur potentiel d'investissement dans l'intelligence artificielle en 2025. Les différents indicateurs sont mesurés sur une échelle de 0 à 100 points pour dégager un score global qui reflète la capacité de chaque pays et chaque région à attirer les investissements dans ce domaine. Les pays étudiés sont classés en 4 groupes correspondant à différents stades de potentiel d'investissement. Au total, 10 pays africains figurent au stade 3. L'Afrique du Sud, 65,15 points, le Maroc, 63,34 points, la Tunisie, 63,20 points, l'Égypte, 62,31 points, la République de Maurice, 60,93 points, le Ghana, 57,14 points, l'Algérie, 55,37 points, le Kenya, 54,34 points, le Sénégal, 52,5 points et le Nigeria, 51,81 points. 8 de ces pays obtiennent des scores supérieurs à la moyenne mondiale de 52,32 points, notamment grâce à un bon niveau de développement des infrastructures numériques, à la disponibilité des compétences humaines et à un environnement réglementaire favorable. L'Afrique obtient un score global de 38,70 points, largement en dessous de la moyenne mondiale. La majorité des pays du continent figurent au stade 2 et 8 d'entre eux sont classés au stade 1. La répartition des pays étudiés par région montre que l'Amérique du Nord arrive en tête de liste avec un score de 86 points devant l'Europe et l'Asie centrale, 67,39 points, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 54,54 points, et l'Asie de l'Est et le Pacifique, 52,79 points. Viennent ensuite l'Asie du Sud, 49,68 points, l'Amérique latine et les Caraïbes, 47,37 points et l'Afrique subsaharienne, 37,18 points. L'Amérique du Nord est ainsi la seule région placée au stade 4, potentiel d'investissement très élevé. Outre les États-Unis et le Canada, 23 autres pays sont classés à ce même stade, dont la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France. Les régions Europe et Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique du Nord et Asie de l'Est et Pacifique sont placées au stade 3 du potentiel d'investissement dans l'IA, qui indique une forte capacité à attirer les investissements. Ces régions représentent globalement des infrastructures bien établies, une stabilité économique et un environnement réglementaire très favorable. En revanche, des régions comme l'Asie du Sud, l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Afrique subsaharienne figurent au stade 1 et 2, reflétant un climat d'investissement plus difficile. C'est ainsi que nous clôturons ce journal. Place au rappel des titres. Les consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale ont débuté ce lundi. Le bal a été ouvert par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, qui a été le premier à être reçu. Il a invité toute la classe politique et la société civile à soutenir cette initiative. Et puis les dernières déclarations du général Muhoozi, fils du président de l'Ouganda, menaçant la RDC et certaines de ses autorités ne laissent pas indifférents. Nombreux se posent la question si l'on doit toujours rire des déclarations du chef d'état-major de l'armée ougandaise. Et puis 10 pays de l'Afrique affichent un potentiel d'investissement élevé dans l'intelligence artificielle grâce à un bon niveau de développement des infrastructures numériques. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.